Retrouvez les incorrectibles avec terredefrance.fr, la nouvelle marque solidaire et patriote. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Incorrectibles. Chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir en vous abonnant ou en nous mettant des pouces levés, parfois aussi en nous soutenant via Tipeee. Soyez-en ici vraiment remerciés au nom de la petite équipe qui m'entoure. C'est en effet ce qui nous permet de vous proposer des émissions avec des invités qu'on ne voit pas nécessairement beaucoup sur les médias mainstream et qui sont souvent victimes de la censure. Alors notre invitée ce dimanche est assurément une vraie invitée incorrectible. Productrice de cinéma au parcours exceptionnel, elle décide pourtant, il y a quelques années, de se lancer sur le devant de la scène politique et devient députée. Elle dit elle-même, je cite, « En 2017, j'ai soutenu cet espoir nouveau que représentait Emmanuel Macron et j'ai été élue députée à l'Assemblée nationale. Les déceptions, petites et grandes, se sont très vite accumulées et dans un réflexe de survie, j'ai été une des premières à quitter En Marche. » Elle ne s'était pas représentée aux législatives de cette année et disait, là encore, je la cite, « Il est temps pour moi de témoigner de ce que j'ai vu, entendu, vécu de l'intérieur qui mine notre vie démocratique, nos vies et nos espérances et d'imaginer un nouveau chemin, celui d'un changement profond. » Voilà donc ce qu'on pourrait qualifier de pitch de l'ouvrage qu'elle a signé récemment intitulé « Ce que l'on ne veut pas que je vous dise, récit au cœur du pouvoir » aux éditions Massot. C'est donc une femme engagée qu'on a décidé de recevoir cette semaine. Frédérique Dumas, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je le disais, je vous ai invité aujourd'hui pour que nous parlions bien sûr de votre dernier livre qui a fait grand bruit, intitulé, donc je le redis une nouvelle fois, « Ce que l'on ne veut pas que je vous dise », donc aux éditions Massot, je le redis encore une fois. Alors, dans ce livre, vous racontez votre parcours au sein de la Macronie, dont vous avez été député, et surtout votre rupture avec ces milieux et les raisons qui l'ont motivé. Vous dressez des portraits de personnalités sur lesquels nous allons bien évidemment revenir, mais en filigrane, vous donnez aussi un état des lieux de votre pensée politique et du sens de votre engagement, et vous décrivez également tout votre parcours, notamment professionnel, antérieurement à 2017. Alors j'aimerais donc ce soir, si vous le voulez bien, Frédérique Dumas, vous poser quelques questions sur ce livre très intéressant que j'invite tout le monde donc à acheter et à lire pour découvrir en quelque sorte ce que l'on pourrait appeler les coulisses de la Macronie, de ce jeu de théâtre et d'ombre du pouvoir en place. Alors première question que j'ai envie de vous poser, Frédérique Dumas, avant de revenir à la genèse de votre engagement auprès d'Emmanuel Macron, que vous racontez d'ailleurs notamment dans les premiers chapitres de votre livre, qu'est-ce qui vous a séduit chez cette personnalité politique pour vous engager à ses côtés ? Écoutez, la première chose qui m'a séduite, c'est que autant je trouve que c'est important de continuer, en tout cas de respecter le fait de se sentir de droite ou de gauche. Chacun a le droit de se sentir de droite ou de gauche. En revanche, moi, j'ai été quand même un peu, puisque j'ai quand même été un peu investi en politique, maire adjoint, conseiller régional et autres, porte-parole de mon parti, c'était l'UDF, l'UDI, je me suis rendu compte quand même que l'idéologie, le dogmatisme enfermait et ne permettait pas d'appréhender la complexité des choses, puisque chacun le voyait avec son prisme. Donc, quand quelqu'un arrive en disant qu'il pouvait être intéressant de prendre toutes les dimensions d'un sujet à la fois, ce qu'on a appelé à l'époque le « en même temps », je ne me suis pas rendu compte que le « en même temps » n'avait pas la même substance que ce que je croyais, puisque le « en même temps » d'Emmanuel Macron est effectivement, on fait tout et son contraire, et on est dans l'incohérence totale. À l'époque, je pensais que c'était vraiment se dire qu'on allait résoudre les problèmes en rendant accessible la complexité et en prenant toutes les dimensions d'un problème sans l'enfermer dans un dogme. Ça, c'était déjà la première raison d'y aller. La deuxième raison, c'était une forme de courage, qui maintenant aussi, j'ai compris que ce n'était pas du courage, mais plus de l'impulsivité, qui était plus ou moins quand même soi-disant à l'époque, par rapport à ses convictions, de ne pas complètement aller dans le sens du François Hollande, président de la République et du Premier ministre à l'époque, parce que pour lui, ça s'opposait à ce qu'il pensait profondément. La première chose, ça a été notamment sur le fait de s'opposer au recours au 49.3. Et moi, je trouvais que c'était évidemment formidable, quelqu'un qui disait « Non, il faut avoir le courage d'aller devant les députés, les sénateurs ». Il avait, sur sa propre loi, fait 500 heures, je pense, de débat. Et il s'est opposé notamment à l'utilisation du 49.3 par Manuel Valls. Tout ça, c'était des faits quand même.
C'est-à-dire, c'était pas juste des paroles, puisqu'il l'avait fait. Donc, ce sont un peu ces raisons-là qui m'ont poussé à me dire, enfin, quelqu'un qui va vraiment profondément changer la méthode, en tout cas en politique. Et une capacité de séduction, je suppose également, parce que vous aviez, je le disais, une carrière qui était au firmament, donc c'était quand même un risque aussi que vous preniez de quitter cette carrière. Oui, mais c'est vrai que comme j'ai toujours fait un peu les deux, et que jusqu'à présent, j'avais jamais voulu m'investir totalement en politique, pour rester libre. Et là, j'avais le sentiment que ça correspondait un peu à mon idéal, et donc ça ne me gênait pas d'aller, j'allais dire, me retrousser les manches, en se disant que peut-être on allait pouvoir changer profondément les choses, dont je me suis fait totalement avoir. C'est-à-dire que c'est une énorme manipulation. Ce que je n'ai pas compris, c'est que quelqu'un qui allait prendre le pouvoir sur la bienveillance, avec une forme de courage, etc., ferait exactement le contraire dès qu'il serait élu. C'est pas le pouvoir qu'il a, à un moment donné, j'allais dire, corrompu. Non, c'est volontairement, dès qu'il a pris le pouvoir, il a tout verrouillé. Et c'était l'inverse de ce qu'il avait promis, évidemment, pendant tous ces mois. Alors, on va y revenir plus en détail, bien sûr, tout au long de cette émission. Mais d'abord, j'aimerais savoir comment vous avez fait pour obtenir l'investiture de La République En Marche. C'était quoi, une question de réseau, de copinage? Pardon de vous poser cette question un peu frontalement. C'est pas évident, quand même. Non, d'abord, première chose, dans tout ce que j'ai fait politiquement, je n'ai jamais rien demandé. Et on est toujours venu me chercher. Donc, parce que demander quelque chose, ça veut dire déjà qu'on ne sera pas totalement libre après. Donc que ça soit quand j'ai été maire adjoint ou conseiller régional, à chaque fois on est venu me chercher. Là en fait j'étais conseiller régional à l'époque, productrice bien sûr, mais j'étais conseiller régional. Et j'ai été une des rares, en novembre 2016, j'étais à l'UDI et on était quelques-uns à rejoindre Emmanuel Macron parce qu'on ne voulait pas aller avec François Fillon. François Fillon d'ailleurs, dont j'avais travaillé sur son programme pendant 6 mois, sur le programme culture de François Fillon. Moi je suis partie en septembre 2016 quand effectivement il a changé un peu de stratégie et notamment s'est rapproché de Sens commun, tout ça. Donc moi ça ne me convenait pas. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, j'ai pas du tout envie d'aller avec Alain Juppé, trop techno, trop hors sol, etc. Donc je me suis dit, tiens, il y a quelqu'un qui paraît intéressant, ce qui veut bouger les choses, c'est Emmanuel Macron. Donc on a fait partie de quelques-uns à le rejoindre, alors même qu'il n'avait même pas fait la porte de Versailles. Parce que, j'allais dire, les grognards, comme on les appelle, Richard Ferrand, Castaner, etc., ça restait juste une écurie du Parti socialiste. Ce n'est pas des gens qui ont pris un risque majeur. Ils n'existaient pas vraiment au Parti socialiste et donc ils ont suivi quelqu'un qui montait. Nous, les quelques-uns qui sommes allés à ce moment-là, on prenait un risque. Tout le monde nous disait que de toute façon, il ne serait jamais réélu. Moi, on m'a traité de folle et d'irresponsable. Et j'ai dit, écoutez, alors même qu'effectivement, François Fillon était à ce moment-là, tout le monde disait, quand on gagnait la primaire de la droite, on était réélu. Et même alors que l'équipe François Fillon est venue me rechercher, je leur ai dit non, pour une question de conviction, je ne viendrai pas avec vous. Donc j'y suis allée vraiment en y croyant, même si effectivement j'avais tort. Vite déchanté, non ? J'ai vite déchanté, mais en tout cas j'y suis allée pour cette raison. Certainement pas, donc je ne suis pas allée là où on pensait que ce serait le mieux. En tout cas, là, on pensait vraiment à cette époque-là que ce serait François Fillon qui gagnerait. Et ensuite, écoutez, en mars, moi j'étais pas spécialement en train de vouloir me présenter, et c'est eux qui ont insisté en me faisant comprendre, là encore, c'était pas un moment où c'était sûr qu'il allait gagner, mais c'était de dire, faut quand même que tu te retrousses les manches et que tu ailles au charbon, quoi. Donc j'y suis allée plutôt parce que je voulais pas donner le sentiment que... Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur le fond, mais je voulais pas donner le sentiment que je ne prenais pas de risques et que je n'y allais pas. Donc, je n'ai pas fait partie de ceux qui sont arrivés au dernier moment et qui ont été élus dans l'élan de la présidentielle. Alors, évidemment, on va parler très en détail de ce livre, mais juste avant, j'aimerais savoir... Comment s'est passée la genèse de l'écriture de ce livre ? Déjà, écrire un livre comme celui-ci, je suppose que ça ne doit pas être tellement facile quand on est au sein de la Macronie. Est-ce que vous avez subi des pressions ? Est-ce que vous avez du mal à trouver un éditeur ? Il en a fallu, je suppose, du courage pour écrire ce livre. Je ne sais pas si c'est du courage. Moi, de toute façon, j'avais le sentiment que c'était une nécessité absolue. L'idée m'est venue pendant le confinement. J'avais, à cette époque-là, fait une interview... avec Dominique Robert sur le Média, qui m'avait appelé pour me demander pourquoi j'étais partie. Bon, c'était vrai que c'était pas obligatoirement l'endroit où j'aurais naturellement été, mais je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai que
la manière dont il me posait les questions et ce qu'il cherchait à savoir m'intéressait. Donc j'ai fait effectivement une interview d'1 heure au mois de mars ou avril 2020, qui a fait jusqu'à 2 millions de vues. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est ce que les gens m'écrivaient en retour. Ils me disaient, mais en fait, c'est hyper intéressant ce que vous nous dites, parce qu'en fait, d'abord, on n'est pas aussi bête que ça, la preuve. On ressent les choses, mais vous nous expliquez vraiment comment ça se passe de l'intérieur, et donc on comprend. Vous nous dites pas non plus ce qu'on doit penser. Vous nous laissez donner les éléments qui nous permettent de nous faire une idée. Et ensuite, ça nous donne quand même de l'espoir, parce que justement, ils estimaient qu'il y avait la sincérité et le courage de faire ça, et donc ils estimaient que c'était donner un espoir en politique. Et vous sentiez le besoin de témoigner, c'était pas un livre de rancune seulement. Donc à ce moment-là, quand je fais cette interview, je n'avais même pas pensé à témoigner, c'est parce qu'effectivement on est venu me chercher. Mais quand j'ai vu comment les gens réagissaient, je me suis dit, en fait, c'est important que je dise réellement comment ça s'est passé, parce que si j'ai été là à ce moment donné, c'est pour effectivement une raison. Et si je ne le fais pas, c'est comme si j'avais le sentiment de ne pas faire mon devoir. Et j'avais la chance d'être placée là, d'avoir vu des choses, de pouvoir le dire, de mettre la lumière sur ce qui ne va pas. Et donc, je me suis dit, j'aurais honte de ne pas le faire. Vous avez subi des pressions pour qu'il ne sorte pas, ce livre ? En fait, d'abord, j'ai pas mis au courant du tout. J'ai dit très tard que j'étais en train de faire un livre. Il n'y a peut-être pas besoin de mettre au courant. Non. Mais je veux dire que j'écrivais sans raconter à tout le monde que j'étais en train d'écrire. Donc déjà, si personne n'est au courant que j'écris, c'est que vers la fin que les gens ont commencé à être au courant. Mais c'était au moment où j'avais trouvé l'éditeur. Et en fait, cet éditeur, vous avez le choix que j'ai fait. Difficulté à le trouver ? En fait, au mois de novembre 2021, donc, j'ai commencé à écrire à plusieurs éditeurs qui m'ont tout de suite répondu. Et en fait, après, je me suis dit, il faut que je fasse attention, parce que ça ne voulait pas dire, parce qu'ils me répondaient, qu'ils voulaient me voir, qu'ils allaient le publier. Mais je me suis dit, il faut quand même que je fasse attention, parce que ça peut être aussi un moyen d'avoir des informations, de savoir ce qu'il y a dans le livre. Je me suis dit, c'est pas évident, parce que de toute façon, il va y avoir une campagne électorale. Ce que je vais dire peut gêner un certain nombre de personnes, parce qu'il y a quand même des chances qu'ils soient réélus. Bon, en gros, ce que je voulais vous demander en celui-là, vous n'étiez pas en service commandé. C'est un livre qui est venu de votre propre volonté. Ah non, je n'étais pas en service commandé. Puis je crois qu'on voit dans le livre, vu que je tire un peu sur plusieurs personnes. Oui, il est qualifié de. Parce qu'à chaque fois, on m'a dit. Écrit à la mitraillette par Libération. Ça oui, alors. Non, mais en fait. C'était une interview qui était très sympa. Après, c'est normal que pour vendre un peu du papier, comme on dit, il ait dit ça comme ça. À la mitraillette, ça voudrait dire que chaque phrase est comme ça. Là, il a repris ce qui est sur 300, c'est ça, à peu 360 pages, et il les a mis les unes à côté des autres. Évidemment, on a l'impression que je tire à la mitraillette, mais je pense que c'est suffisamment étalé pour qu'on voit que ce n'est pas un règlement de compte. D'ailleurs, chaque fois que j'étais interviewée, à chaque fois, on m'a dit, en ayant lu mon livre, ce n'est pas un règlement de compte, parce que je pense qu'on comprend que ça ne l'est pas. Des personnes m'ont dit, mais pourquoi tu parles de toutes ces personnes-là ? Tu devrais quand même en ménager certaines en fonction de... Voilà. Et j'ai dit, écoutez, soit je suis honnête et je parle de toutes les personnes avec qui j'ai travaillé et je n'en épargne pas. Donc, ça, c'est clair que vous n'en épargnez pas beaucoup. Alors, venons-en donc en détail à ce livre. Donc, je le rappelle pour les personnes qui nous rejoindraient en cours d'émission, Ce que l'on ne veut pas que je vous dise, d'Encresser au cœur du pouvoir aux éditions Massot. Donc, vous y expliquez que vous avez tout de même rapidement déchanté, si on peut dire, lorsque vous avez progressivement pris conscience du fonctionnement de la Macronie. Est-ce que vous pouvez nous décrire les étapes de cette prise de conscience, Frédérique Dumas ? C'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain, ça a été progressif. Non, évidemment, surtout que quand on s'investit et qu'on y croit, il y a le temps psychologique de la décantation. Et puis vous avez dû regretter du coup d'avoir lâché momentanément cette carrière. Moi, je ne regrette jamais rien. D'accord. Non, je ne regrette jamais rien, parce que à chaque fois que j'ai fait les choses, je les ai fait en ayant vraiment fait un choix profond. Alors, vous avez dû vous retrouver seul un moment au milieu de cette assemblée. Mais j'étais là, je me suis dit, il faut que je sois là. Il y a des raisons pour lesquelles je dois être là, et je vais essayer de faire le maximum là où je suis. Ça reste une expérience quand même. Donc, député des Hauts-de-Seine, on le rappelle. Oui. Ça reste une expérience de toute façon très importante. Même si je ne pense pas que les Français nous élisent pour qu'on fasse des expériences. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne puisse justement pas les réinvestir et se servir de tout ce qu'on fait, tout ce qu'on apprend pour aider, puisqu'on nous demande juste
de voter dans le sens de ce qui a été décidé par maximum 2 ou 3 personnes, hein, puisque c'est même les ministres, hein, même être ministre aujourd'hui, je pense que c'est pas très intéressant parce qu'il y a effectivement un ministre n'a pas de pouvoir non plus. Donc, première chose, comme je vous l'ai dit, dès qu'on a été élu, j'ai quand même trouvé absolument hallucinant, puisque dans la foulée, dès le mois de juillet, on nous a présenté les nouveaux statuts d'En Marche. Et puisque En Marche n'était pas un parti politique, c'était un mouvement, il fallait que ce mouvement se transforme en parti politique, donc on a eu droit au nouveau statut. Pendant toute la campagne, on nous avait expliqué, vous vous rappelez, c'était l'époque du monde d'avant. Maintenant, on a oublié cette période, mais à chaque fois, on parlait toujours du monde d'avant et puis du nouveau monde. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, le nouveau monde est censé créer un parti politique encore plus démocratique, parce que c'est vrai qu'un parti politique n'est pas vraiment, encore plus démocratique. Non, ils ont fait pire. C'est-à-dire que dans tout parti politique, bon, je ne parle pas de France Insoumise, parce que c'est un parti politique où il n'y a pas de démocratie du tout, puisque c'est 3 personnes qui prennent les décisions pour tout le monde. Mais dans tout parti politique, il y a des gens nommés et des gens élus. Eh bien, là, on a vu arriver des statuts où il n'y avait personne d'élu. Tout le monde était nommé par le siège. Et les budgets, pour les Hauts-de-Seine, c'était gentiment 8 000 €, alors que le parti avait 200 ou 300 millions. Donc là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ça, c'était la première chose. Pareil, au mois de juillet, on a commencé à discuter de textes. Il y avait des amendements qui venaient d'un groupe dit constructif, parce que tous les groupes étaient d'opposition, sauf un groupe qui s'appelait je ne sais plus comment il s'appelait à l'époque, c'était le groupe de l'UDI et de Riester. Les constructifs, je crois qu'ils s'appelaient d'ailleurs. Et est venu un amendement d'ailleurs sur le verrou de Bercy, pour faire sauter le verrou de Bercy, qui était une bonne chose, et qu'on avait aussi dans notre programme. Et là, on nous a expliqué qu'on ne pouvait pas voter pour parce que ce n'était pas nous, parce que c'était Charles de Courson, UDI, qui l'avait présenté. Là, je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est l'inverse de tout ce qu'on avait dit qu'on ferait justement en termes de politique. Donc ça, c'était dès juillet 2017. Et puis ensuite, après, j'ai eu mes expériences personnelles sur les sujets qui me tiennent à cœur, sur lesquels j'ai de l'expérience. Alors justement, on va y venir. Vous décrivez assez longuement dans ce livre les contentieux que vous avez eus sur la culture et particulièrement donc sur l'audiovisuel public, dont on peut dire que c'est un sujet que vous connaissez bien en effet. Malgré vos compétences, vous avez été mis sur la touche au profit d'autres personnalités qui, selon vous, n'y connaissaient pas grand-chose, dont notamment Gabriel Attal, Aurore Bergé, la ministre de la Culture de l'époque, Françoise Nyssen, ou encore l'homme de l'ombre très connu de ces milieux, dénommé Marc Schwartz, que peut-être le grand public ne connaît pas. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette mise à l'écart ? Oui. C'est vrai que c'est étonnant de s'interdire de bénéficier de vos compétences. Non, mais en fait, après maintenant, je trouve que c'est extrêmement clair. J'ai pas su entendre les signaux faibles. En fait, au-delà de moi, parce que c'est pas qu'avec moi que ça s'est passé comme ça, on vient vous chercher pour ce que vous représentez. Donc effectivement, parce que ça fait bien dans le casting, comme vous l'avez vu, quand on même. Vous étiez virtuellement une possible future ministre de la Culture, on peut le dire. Après, il y avait ce sujet de ministre ou pas ministre, mais disons. En tout cas, sur ces sujets-là, une vraie compétence, une vraie légitimité. Voilà, en tout cas, même en mettant ça de côté, c'est-à-dire juste en étant député et en faisant son consulté. Voilà. Et donc, pour moi, comme pour Pourquoi d'autres. ils ne vous ont pas fait confiance selon vous ? Ah non, mais en fait, ça a été même, j'allais dire, une technique. Dès que quelqu'un avait de l'expérience, moi sur ces sujets ou d'autres, on nous expliquait qu'on était le monde d'avant. Et qu'en fait, il fallait surtout, en gros, rien y comprendre pour pouvoir enfin, j'allais dire, s'occuper d'un sujet parce que nous, on aurait été, par exemple, trop corporatiste ou on aurait été trop... c'est-à-dire, donc, on mettait des gens qui n'étaient pas compétents. Il y avait une centaine de députés, parce qu'on n'a pas arrêté de dire que les députés En Marche étaient nuls, mais sincèrement, il y avait au moins une centaine de députés qui étaient intéressants, qui avaient été pris dans des domaines qui pouvaient amener quelque chose. Mais la plupart du temps, tout avait été décidé bien avant. C'est-à-dire, c'est ça, je me suis rendu compte au bout de 2 ou 3 mois, qu'en fait, on nous avait fait croire des choses. Moi, on m'avait dit, par exemple, que j'aurais la présidence de la commission culture. Évidemment, ils se sont bien organisés pour que je ne l'ai pas. Donc on nous a promis beaucoup de choses et ensuite, à la rigueur, on n'a pas les titres. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a besoin des titres pour travailler. Donc j'ai dit, est-ce que je peux travailler au moins ? C'est-à-dire, j'ai juste demandé est-ce que je pouvais travailler. Là, on m'a expliqué que c'était compliqué quand même. Et effectivement, Gabriel Attal, qui n'y connaissait rien sur ces sujets, ou Aurore Bergé, au moment où le président de la République a fait de l'audiovisuel un de ses dossiers en parlant de la honte de la République, tout d'un coup sont arrivés, ont déboulé en voulant s'occuper du sujet. J'ai eu droit effectivement à un arbitrage en ma faveur d'Emmanuel Macron quand même, à ce moment-là.
Mais malheureusement, tout s'est très mal passé avec Alexis Kohler et ensuite avec Édouard Philippe. Alexis Kohler m'a expliqué qu'il savait mieux que moi et que donc il allait d'abord dire ce qu'il fallait faire. Alexis Kohler, on rappelle, c'est donc le secrétaire, voilà. Peut-être, si ce n'est la plus importante de la Macronie. Voilà, c'est le secrétaire général de l'Élysée, le bras droit d'Emmanuel Macron, et qui, j'utilise mon expérience, mais il fait ça sur tous les sujets. C'est-à-dire que c'est celui qui décide de tout. Je ne parle pas de tous les détails, mais il décide des choses les plus importantes dans son bureau, en ne rendant compte qu'à Emmanuel Macron, à personne d'autre. Et il estime qu'il sait mieux que tout le monde. Donc, par exemple, sur l'audiovisuel, il avait été en 2011 au conseil d'administration de France Télé, donc il estimait qu'il savait. Parce qu'on sait tous que quand on est au conseil d'administration de France Télé, c'est quand même l'endroit où on ne sait rien ni sur l'audiovisuel, ni sur la production. Mais enfin, donc, et c'est sur tous les sujets pareil, il sait mieux que tout le monde. Ensuite, Édouard Philippe, lui, était obnubilé par les économies budgétaires. Donc la seule chose qui l'intéressait, c'est comment on prend à l'époque 200, 300, 400 millions au service public. Vous êtes très sévère, hein, l'égard d'Édouard Philippe. Ah ben, je suis, parce que comme tout le monde trouve que c'est un personnage, j'allais dire, son flegme britannique, son intelligence, son humour, le préfère de temps en temps à Emmanuel Macron. Moi, j'ai vu le cynisme total du personnage, qui est odieux, et qui est... Concrètement, vous avez des exemples ? C'est vrai que ce jour-là, par exemple, le jour où a lieu une conférence de presse sur l'audiovisuel. Donc moi j'ai travaillé sur un rapport qui fait 300 pages, je sais pas parce qu'il fait 300 pages qu'il est bien, hein, on sait tous que c'est pas la quantité, mais il faisait 300 pages pour une raison. C'est comme j'entendais à chaque fois des bêtises, je me disais, il faut absolument que je traite le sujet de manière à ce que les gens comprennent que c'est une bêtise que de faire telle ou telle chose. Donc c'est pour ça que mon rapport, au bout d'un moment, est devenu assez conséquent. C'était un outil d'aide à la décision. J'ai jamais prétendu qu'on devait tout reprendre, mais au moins on s'inspire de la réalité des choses pour pouvoir prendre des décisions un peu pertinentes. Ils ont pris mon dossier, mon rapport, ils l'ont mis à la poubelle, tout en me faisant croire le contraire jusqu'au dernier moment. On fait cette conférence de presse avec Françoise Nyssen. Pendant une heure avant, il y a un petit déjeuner avec Édouard Philippe, où il nous explique, et à moi la première, alors que j'avais utilisé beaucoup d'exemples étrangers dans mon rapport, il commence par me dire que les exemples étrangers, on s'en fout. Bon, on commence par cette phrase. Ensuite, il m'explique que le financement, ça viendra calendes grecques, d'ailleurs, on l'a vu, puisque ça ne vient que maintenant. Que la gouvernance, c'est pas si grave que ça non plus. Et je trouve qu'il est très malin parce que il va parler juste des offres de France Télévisions. Et puis, les économies budgétaires et les rabots budgétaires, on les fera fin juillet, une fois que le Tour de France est passé et qu'il n'y a donc pas de risque de grève, et comme ça les gens avaleront les économies qui sont des rabots budgétaires à ce moment-là. Donc moi je lui explique qu'à un moment donné c'est au service d'un projet, donc lui il estime que c'est sans intérêt, et il nous annonce il nous laisse entendre pendant ce petit déjeuner qu'il y aura sûrement une annonce importante, mais il ne nous dit pas quoi. Et quand on sort du petit déjeuner, on n'est pas au courant, nous députés, mais la presse fait l'écho de la décision d'Alexis Kohler, qui a pris son téléphone et qui, pendant qu'on petit déjeunait, a dit « Comme les annonces sont pas très intéressantes, j'ai une idée, on va dire qu'on supprime la chaîne pour enfants, on va faire moderne, donc confondant les jeunes adultes et les enfants, et oubliant les fractures, qu'elles soient numériques ou d'usage. Chaîne qui a été évidemment, après le Covid, qui n'a finalement pas été supprimée, mais... c'est comme ça que ça s'est passé. Donc avec une non prise en compte totale de la réalité et un mépris total évidemment des députés, notamment de ceux qui avaient travaillé. Sur ce livre, qu'est-ce que vous répondez justement ? On parlait du ministre de la Culture. Apparemment, Françoise Nyssen, elle n'avait pas brillé, rue de Valois. Qu'est-ce qu'il faut vraiment pour être une bonne ministre de la Culture, Frédérique Dumas ? C'est extrêmement compliqué et je ne dis pas qu'être ministre de la Culture, c'est simple. Et c'est justement dommage qu'en fait, il n'y ait pas une vraie réflexion sur ce que pourrait être effectivement une politique culturelle aujourd'hui et que l'on nomme des gens plutôt en termes de casting, comme Roselyne Bachelot lorsqu'elle avait été nommée. Franck Riester. Franck Riester. Alors lui,
à chaque fois, c'est pour des mauvaises raisons. Franck Riester, c'est parce qu'il a monté un parti qui s'appelle Agir et qu'il avait promis à l'époque de ramener des personnalités politiques à Emmanuel Macron. Roselyne Bachelot aussi, un peu, c'était pour ça aussi. Je pense que ce qui est terrible aujourd'hui, surtout, c'est que la culture, il n'y a pas de ministre de la Culture, il y a effectivement Emmanuel Macron et je pense aussi Brigitte Macron, comme pour l'éducation, qui pensent qu'ils incarnent à eux-mêmes la culture. La deuxième chose, c'est qu'en fait, je pense qu'on n'est plus à une époque où il est intéressant de dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, de définir ce qu'est la culture. En revanche, je pense que le plus important pour un ministre de la Culture, c'est de s'assurer qu'il y a tous les outils en place pour assurer la diversité. Parce que la diversité, ça reste quand même le choix, et le choix, c'est pour moi la valeur essentielle de la démocratie. Donc d'être sûr qu'il y a bien une capacité d'expression, que ce soit de genre artistique ou d'expression artistique différente. La deuxième chose, c'est l'éducation artistique et culturelle, mais pas seulement en slogan, parce que c'est souvent répété par tous les présidents depuis 2002. Ils en font toujours un objectif principal, mais on voit bien que ça n'atterrit pas. Il n'y a pas réellement d'outils d'éducation artistique et culturelle qui touchent le plus grand nombre. Il y en a, mais ça ne touche pas obligatoirement le plus grand nombre. Le Pass Culture est un exemple absolu d'un cadeau. C'est sympathique, on donne effectivement 300 € aux jeunes, mais il n'y a absolument pas de chemin pour en faire un passeport culturel. Il y a deux choses importantes, c'est de mettre en place tous les outils qui permettent d'assurer la diversité, donc le choix, donc la démocratie, et puis vraiment de trouver les moyens de développer l'esprit critique et les compétences cognitives, intellectuelles et émotionnelles et sociales des enfants à travers la culture. Pourquoi j'insiste sur ce poste de ministre de la Culture, puisque on a entendu beaucoup de critiques sur votre livre. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous avez écrit ce livre, voire que vous crachez dans la soupe, selon l'expression consacrée, parce que vous n'auriez justement pas réussi à être nommé ministre de la Culture? Alors deux choses. D'abord, moi ce que je trouve plutôt bien, c'est que j'en ai pas tant que ça de critiques. Donc il y en a bien sûr, mais ça aurait pu vraiment me tomber dessus, etc. Et je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Parce que je pense que quand on lit le livre, on se rend compte par soi-même, la manière dont il est écrit, que ce n'est pas des règlements de compte. Sur ceux qui me disent que c'est parce que j'aurais pas été ministre de la Culture, parce que de toute façon, c'est ce qu'on m'a dit depuis le départ, quand je suis partie. La première chose, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que... et moi, j'ai été très claire, et évidemment, j'ai pas montré tous mes échanges qui restent du domaine privé, et donc les échanges privés ne se montrent pas... à l'extérieur, mais j'ai été très claire à chaque fois sur ce qui était important pour moi, et je ne pourrais pas être ministre de la Culture d'un président. Je l'ai dit, alors c'est pas parce qu'on le dit, Roselyne Bachelot l'a dit aussi, qu'elle ne voulait plus être ministre, donc je sais qu'on peut dire qu'on ne peut pas être ministre et l'être quand même, mais c'est impossible de l'être d'Emmanuel Macron parce que sur des sujets essentiels, profondément, je suis en désaccord avec lui. Sur le Pass Culture, pendant la campagne, j'ai vraiment tout fait pour qu'il comprenne que c'était une erreur, et ensuite j'ai tout fait pour le réorienter, parce que je trouvais l'idée c'était pas obligatoirement de dire que ça n'allait pas puisque j'étais dans cette majorité, mais en tout cas de le réorienter pour qu'il atteigne ses objectifs. Sur l'audiovisuel public, n'en parlons pas. Et donc vous me voyez être ministre de la Culture et qu'on me demande de faire exactement ce qu'on demande à Rima Abdul-Malak, là, de supprimer la redevance et de trouver que ça pose aucun problème. C'est impossible pour quelqu'un comme moi. Et ma vie n'a jamais dépendu de la politique. Le seul moment où j'y suis allée à 100%, c'est en y croyant. Mais j'ai jamais voulu en dépendre pour être libre. Donc j'allais pas commencer à être... Je pense que ministre, les gens se rendent pas compte. Moi, ayant été en cabinet ministériel à 23 ans, j'ai eu la chance de voir le peu de pouvoir d'un ministre. Et pourtant, c'était quand même il y a un certain temps. Et les ministres avaient plus de pouvoir qu'avant. C'était François Letard, il était quand même président d'un parti, il avait plus de pouvoir. Mais en fait, non. Et moi, je pense que la liberté et la capacité d'avoir le pouvoir de faire ce à quoi on croit a été totalement amenuisée. Donc le pouvoir d'un ministre n'est intéressant que si on lui donne du pouvoir. Donc c'est pour ça que ça me fait rire quand on me dit que je suis partie parce que j'étais pas ministre, puisque de toute façon, je n'aurais pas pu être ministre dans ces conditions-là. S'il y avait une mesure à prendre en matière d'audiovisuel public, ça aurait été quoi si vous aviez dû mettre en place justement une partie de... Le problème, c'est que c'est pas seulement une mesure. C'est que, en fait, déjà, il aurait fallu définir ce qu'on voulait
de notre audiovisuel public. À quoi il nous sert ? Puisque c'est quand même un outil qui, moi, je pense, justement à la différence du pass culture, l'intérêt de l'audiovisuel, c'est que, c'est la TNT quand même, et que la TNT, elle pénètre dans tous les foyers, partout sur le territoire, et donc, elle permet de ne pas créer des fractures que, évidemment, créer le pass culture, puisque c'est un pass numérique. Donc déjà, quand on a un outil pareil, qui a la capacité d'aller partout, on essaye de le définir de manière à ce qu'il apporte quelque chose d'intéressant, et surtout dans le monde dans lequel on vit. Donc on réfléchit d'abord aux offres. Moi, dans mon rapport, j'ai commencé par réfléchir aux offres. J'ai commencé à dire qu'il fallait que les chaînes soient effectivement bien identifiées et complémentaires, que chacune devait avoir sa raison d'être, et la deuxième chose, qu'on soit sûr qu'elle atteigne le public. Sinon, ça pas de traîne. Je ne dis pas que tout le monde doit regarder la télévision tout le temps, mais qu'en tout cas, on s'assure qu'on atteint bien le public à travers notre audiovisuel. Ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, c'était la gouvernance. C'est-à-dire, comment fait-on pour mettre une gouvernance à l'intérieur, surtout de France Télévisions ? Parce que, si on est honnête, le problème, c'est avant tout France Télévisions. Parce que Radio France, Arte, qui obéit à une autre logique, Radio France, sont, j'allais dire, assez bien gérés. Mais c'est vrai que France Télévisions, il y a un énorme problème. Il y a une grosse masse salariale fonctionnelle. On enlève beaucoup de gens sur le terrain et on fait grossir la structure un peu au milieu. Il y a beaucoup de, comment on appelle ça, on s'achète beaucoup la paix sociale. Il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas, alors même qu'il y a beaucoup de gens qui sont très intéressants, qui font très bien leur travail, mais qui auraient besoin de retrouver un peu plus de sens au travail. Donc déjà d'avoir un projet à partager avec les équipes. Et enfin, gouvernance, et enfin financement. Et moi, pour le financement, je l'avais proposé dans mon rapport, je pense que la suppression de la redevance n'est même pas une mesure de pouvoir d'achat. D'abord, il y a des personnes exonérées, mais en plus, c'est une mesure de pouvoir d'achat, mais qui fait supprimer effectivement cette redevance de 138 € par an à des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais qui la supprime aussi à des personnes qui ont des moyens, où c'est pas si grave que ça quand même de payer 138 € par an quand on a des moyens. Donc moi, je l'aurais assis sur le revenu, j'aurais fait une modulation sociale. Il y a des gens qui ne paieraient pas, il y a des gens qui paieraient peu, et il y a des gens qui paieraient un peu plus, comme l'ont fait beaucoup de pays nordiques. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin d'aller chercher ces 3 milliards sur le budget de l'État, parce que là, ça va revenir quand même à impacter ces personnes à qui on a soi-disant donné une mesure de pouvoir d'achat. Il vaut mieux essayer de résoudre la facture énergie, tout ce qui est lié à l'inflation actuellement, d'aller supprimer cette redevance, parce qu'on refuse de la moderniser, parce qu'on refuse en fait la complexité. Alors Frédéric Dumas, parlons à présent un petit peu de ces ruptures avec En Marche. Dans votre livre, vous expliquez que l'affaire Benalla a été une sorte de déclic pour vous, le premier pas en dehors du parti dont vous aviez l'étiquette. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous rappeler, pour les gens qui nous regardent, ce qu'était l'affaire Benalla, car après plus de 2 années de Covid-19 et la guerre en Ukraine, j'ai l'impression que la France l'a oublié. Oui, vous avez raison. En plus, pour revenir à la question que vous m'aviez posée, quels sont les déclics ? Il y a eu les premiers déclics dont je vous ai parlé, il y a eu les déclics sur le fond, et ensuite il y a eu effectivement le dernier déclic, qui a été l'affaire Benalla. Pourquoi ça vous a choqué ? Parce que après déjà tout ce que je vous ai raconté, où je me disais, mais je pense que dans ma vie, j'ai jamais imaginé que je serais dans la situation dans laquelle je me suis retrouvée, parce que j'avais quand même un engagement politique depuis mes 23 ans. J'étais pas toujours d'accord ni avec, mes amis politiques, ni avec les personnes avec qui je partageais pas toujours la même politique, mais il y avait toujours quelque chose où je me disais, bon, ça va quand même. Là, j'étais en face d'un gouvernement qui me remettait en cause profondément au quotidien dans toutes ses décisions. Donc c'était assez violent pour moi, parce que je n'imaginais pas en arriver là. Et arrive l'affaire Benalla, et je me dis, et en plus, ils ne sont pas exemplaires. Parce que pour moi, l'exemplarité, c'est vraiment, le minimum. Il aurait dû avoir des démissions, selon vous. Oui, parce que l'exemplarité, on est dans un monde compliqué, on demande des efforts aux gens. La première chose qu'on doit faire, c'est être exemplaire, c'est-à-dire montrer l'exemple sur un certain nombre de choses. C'est très difficile de l'être totalement, on n'est pas infaillible. Donc l'idée, c'est pas un monde de pureté où on commencerait à remettre en cause chaque personne à chaque fois qu'elle fait quelque chose qui ne va pas. Mais en tout cas, s'obliger
à quand même mettre en place un certain nombre de garde-fous, et quand il y a un problème, de le gérer de manière, j'allais dire... Ou être à la hauteur. Forte, Vous expliquez même que le président de la République n'a pas été à la hauteur. Oui, parce que sur Alexandre Benalla, qu'est-ce que ça traduit? Au moment où arrive l'affaire Benalla, on n'a pas encore les révélations qu'on aura plus tard, à travers Mediapart, sur le rôle d'Alexandre Benalla, avec les passeports, avec... Bon, bref, il y a quand même déjà un coffre-fort qui a disparu. On est en France. Ça a l'air de choquer pas grand monde qu'un coffre-fort disparaisse. C'est-à-dire, on a des gens qui veulent ouvrir une porte. Alexandre Benalla qui explique qu'il n'a pas les clés de chez lui. C'est intéressant. Et donc, l'équipe va revenir le lendemain matin. Évidemment, il n'y a plus de coffre-fort. Et puis bon, j'ai appris d'ailleurs que d'autres choses entre-temps, mais bon, difficile de les dire en public. Mais en tout cas, déjà, il y a ça. Bah si, vous ne pouvez pas nous laisser comme ça. Non, mais parce que après, il faut avoir les preuves de ce que je dis. Donc, il y a d'autres choses qui ont disparu, c'est ça que vous laissez entendre? Non. Il y a quand même... des personnes n'ont pas pu faire leur travail en temps et en heure. Voilà, des personnes qui n'ont pas obligatoirement pu faire leur travail en temps et en heure. L'obstruction. Mais donc, pour revenir en dehors de cette histoire de coffre-fort, qui est quand même assez incroyable, même si tout le monde l'a oublié, au moment où se passe l'affaire Benalla, le président va mettre au moins... Je me souviens, on est dans l'hémicycle, on est en train d'étudier, d'examiner le projet de loi constitutionnelle qui ne reviendra jamais, avec la proportionnelle pourtant. On est dans l'hémicycle, ça commence à se tendre, ça a dû arriver je crois que c'était le mardi ou le mercredi, l'affaire Benalla. Le jeudi, ça se tend. Ça se tend le jeudi, ça se tend le vendredi, ça se tend le samedi, ça se tend le dimanche. Le président ne dit toujours rien, c'est quelque chose qui le touche directement. Richard Ferrand ne dit rien, Christophe Castaner est dans les couloirs, ne dit rien. On est là pendant 5 ou 6 jours à ne pas savoir ce qui se passe. Et on nous demande, nous, les députés En Marche, de dire que tout va bien, sans savoir du tout de quoi il retourne. Et le président va venir le mardi seulement, c'est-à-dire pratiquement une semaine après, nous parler, rien qu'à nous, donc les députés En Marche. On nous prévient en fait qu'il y a un pot, entre guillemets, de fin de session à l'Assemblée à la Maison de l'Amérique latine, et qu'il y aura une surprise. La surprise, c'est la venue d'Emmanuel Macron, et qui viendra tenir ce discours que tout le monde connaît maintenant sur venez me chercher. Venez me chercher, etc. Et surtout, il dit « j'assume ». Et là, je me dis, déjà, on a eu quand même presque une semaine avant qu'il parle, et il dit « j'assume ». Je me dis « génial ». Je n'ai jamais vu un homme politique dire « j'assume », parce qu'en général, il n'assume pas, justement. Il y a toujours un bouc émissaire, il y a toujours quelqu'un qui saute. Et en fait, je me suis rendu compte après, parce que moi, je trouvais ça bien d'avoir dit ça, j'assume, et je veux pas qu'il y ait de fusible. Et je me rends compte que finalement, il dit ça pour protéger les gens autour de lui, parce que s'il dit qu'il n'y aura pas de fusible et qu'il assume alors que personne ne peut venir le chercher, effectivement, les personnes autour de lui, il ne demande à aucune d'entre elles de partir, et lui ne part pas puisqu'il est président de la République et qu'il est irresponsable du fait de la Constitution et intouchable. Et en fait, il y a des personnes qui auraient dû partir. Par exemple, Alexandre Benalla va être finalement licencié. La raison du licenciement, le motif juridique, c'est disposait d'images illégales. Puisque vous vous rappelez les images qu'il a obtenues de la police, sur lesquelles un montage a été fait, mis sur les réseaux sociaux pour essayer de démontrer que les personnes qui avaient été... qu'Alexandre Benalla avait essayé d'arrêter étaient des très mauvaises personnes. Ce montage avait ensuite disparu parce qu'il était... Bon, bref. En tout cas, il est licencié sur ce motif, détention d'images illégales. On sait que Ismaël Emelien a eu en main les mêmes images, puisque Ismaël Emelien, on rappelle que c'était un des conseillers d'Emmanuel Macron. Voilà. On sait à ce moment-là, il a dû le dire après les travaux d'investigation de Mediapart au juge, mais à ce moment-là, on sait déjà qu'il a eu les images en main. Il n'est donc pas, on ne lui demande pas de partir. Alors que c'est exactement le motif de licenciement d'Alexandre Benalla. On ne lui applique pas à lui. Et rappelez-vous qu'il a dû partir. Alors il a expliqué que c'était parce qu'il avait écrit un livre et qu'il devait faire la promotion de son livre en février, je crois, après, parce qu'il y a eu évidemment les enquêtes de Mediapart. Donc ensuite, Emmanuel Macron a refusé, rappelez-vous, que la commission d'enquête à l'Assemblée nationale
auditionne et Alexandre Benalla et Alexis Collère. Ça a pu se faire au Sénat, parce que le Sénat était dans l'opposition et a maintenu... en tout cas, le président de la commission d'enquête et les rapporteurs ont exigé les auditions, donc elles ont eu lieu. À ce moment-là, Emmanuel Macron a quand même passé un coup de fil à Gérard Larcher pour lui dire qu'il fallait pas trop... qu'il fallait faire attention dans l'audition parce qu'il y aurait la séparation des pouvoirs et que donc, ce qui voudrait dire que quelqu'un de l'Élysée ne peut pas être entendu par un parlementaire. Bon, enfin, ça l'a été au Sénat. Je dis ça parce que dans ce sens-là, il trouve qu'il y a un problème de séparation des pouvoirs, mais quand Thierry Solère, député, 12 fois mis en examen, a un bureau à l'Élysée et le conseiller du président, là, ça ne le gêne pas dans ce sens-là. Député, je crois que sous la Ve République, depuis en tout cas, j'en sais rien, même François Mitterrand, il n'y a pas eu de député qui avait une fonction officielle à l'Élysée. En tout cas, on ne peut pas dire que Alexandre Benalla ne peut pas être auditionné ou Alexis Collère, mais qu'en revanche, un député pourrait très bien être à l'Élysée. Vous savez d'ailleurs qu'il y a une fonction, le gouvernement peut confier une mission à un député. Ça s'appelle député parlementaire en mission. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Pendant 6 mois, le député n'est plus député. Son suppléant qui prend sa place. Non, le député ne prend pas la place, mais en tout cas, il est suspendu. Il travaille pour le gouvernement. Et il doit absolument réintégrer, avoir fini sa mission. Je veux dire, si je dépasse d'un jour... Avant les 6 mois. Ouais, s'il dépasse d'un jour, il n'est plus député. Donc, ça veut dire qu'il y a une règle. Mais qu'un député puisse être à l'Élysée, avec un bureau à l'Élysée, une fonction à l'Élysée, donc, c'est donc complètement anormal. Donc moi, l'exemplarité, effectivement, a achevé pour revenir, totalement. à cette affaire Benalla, Ouais. En plus, il y a quelques instants, on avait l'impression que vous saviez des choses que vous ne vouliez pas révéler. Est-ce qu'il y a encore des choses, enfin apparemment oui, qu'on ne sait pas, qui soient graves ? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un coffre-fort qui a disparu et qu'on a tout fait pour que les personnes qui se sont retrouvées à intervenir dans le domicile d'Alexandre Benalla n'ont pu le faire qu'après... genre 24 heures, on a le temps de faire disparaître quelque chose. Donc il y a effectivement des personnes qui n'ont pas pu faire qui n'ont pas pu assurer leur mission pendant ces 24 heures. Pareil, au moment où j'ai vu ça dans l'enquête de Mediapart, quand Alexis Collère va être auditionné lors de l'enquête judiciaire, il a fait attendre 1h30 avant que les personnes puissent rentrer dans son bureau à l'Élysée. Donc tout ça, je veux dire, si les personnes se sentent tout à fait à l'aise avec pourquoi ne pas faire rentrer immédiatement ou à un quart d'heure près les personnes, 1h30 avant de faire rentrer quelqu'un. Donc c'est quand même des questions qu'on peut se poser sur la nature de pièces qui peuvent disparaître dans ce genre de situation. Donc, en tout cas, cette affaire, elle est pour vous l'occasion d'aborder la question de la responsabilité des élus et des personnalités politiques. Vous avez dit tout à l'heure qu'on vivait dans ce que vous appelez la République des fusibles. Vous pouvez développer un petit peu ? Oui, alors, j'ajoute une chose sur Alexandre Benalla. Ce que j'avais dit à Emmanuel Macron à l'époque, en août 2018, je lui avais dit que, c'est peut-être pas une affaire d'État, parce qu'on ne savait pas plein de choses à ce moment-là, mais en tout cas, ça traduit le dysfonctionnement total à l'Élysée, mais pas que, qui est dans l'abus de pouvoir. Parce que le problème d'Alexandre Benalla, c'est qu'étant proche de Dieu le Père, en France, il y a un côté court. Ce qu'avait dit d'ailleurs une personne auditionnée à l'Assemblée nationale avait évoqué ce côté, il y a quand même des phénomènes de cour, et Alexandre Benalla ayant cette proximité avec le président de la République et ce pouvoir, certaines personnes n'osaient pas lui dire qu'il allait trop loin. Et donc, à ce moment-là, ce que j'ai expliqué à Emmanuel Macron, c'est qu'il n'y avait pas que lui, il y avait plein de personnes qui abusaient de leur pouvoir au nom, effectivement, de leur proximité avec Emmanuel Macron. Vous parliez directement à Emmanuel Macron ? Là, c'était des échanges, ça a toujours été des échanges écrits sur ce genre de choses. Parce que moi, je trouvais ça important, en plus d'écrire, de laisser la trace et de voir effectivement parce que souvent on dit oui, mais ils sont mal entourés et puis les gens ne leur parlent pas.
leur disent pas les choses directement. Moi, me suis toujours fait un devoir de lui dire tout ce que je pensais. Et il vous répondait ? Et tout ce que je faisais. Quelquefois, il me répondait, quelquefois, il me répondait pas. Selon. Bon, j'ai toujours remarqué que quand il était un peu plus gêné, peut-être par les choses, il répondait pas. Après, il n'est pas obligé de me répondre non plus. C'était quoi, par texto, et, ça Oui, par échange, ouais, par télégramme, oui. Par télégramme. D'accord. On sait tous maintenant, je l'ai même pas écrit dans le livre que c'était par télégramme, maintenant tout le monde sait, de toute façon que c'est un des moyens d'échange avec Emmanuel Macron, et il y a suffisamment de gens qui l'ont dit pour que je le dise. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous, Frédéric Dumas, pour réformer la responsabilité des élus aux ministres, pour la rendre plus efficace ? D'abord, vous avez raison sur le fait qu'il faut que la responsabilité, s'occuper de la responsabilité des personnes qui ont du pouvoir, quelle qu'elle soit, est très importante. Ce qui veut dire que c'est celle du président de la République, c'est celle des ministres, c'est celle des députés, ça serait celle du peuple aussi, parce que quand on nous dit que si le peuple avait le pouvoir, ça serait mieux, tout pouvoir a besoin de contre-pouvoirs, d'où qu'ils viennent ou quels qu'ils soient, parce qu'il y a une tendance quand même à abuser du pouvoir. Donc je pense que déjà, il y a une nécessité de refonder quand même un minimum nos institutions, ou en tout cas, on n'est même pas obligé de passer par la loi, mais en tout cas avoir dans la pratique la volonté de le faire. On ne peut pas avoir d'un côté un Parlement, alors c'est moins vrai évidemment depuis les dernières élections, puisque la majorité est relative. Enfin, la majorité est relative parce que, j'allais dire, par contrainte pour le président, parce que les Français n'ont pas voulu lui redonner, les Français. Chaque Français ne sait pas ce que son vote va donner, hein, mais disons globalement, le vote des Français a donné le sentiment que Emmanuel Macron, n'ayant pas compris qu'il avait gagné au second tour, pas que pour des bonnes raisons, ils lui ont signifié qu'il fallait qu'il écoute peut-être un peu plus. Donc il ne l'a pas fait parce qu'il a introduit lui-même la proportionnelle. Parce que beaucoup de gens disent, finalement c'est la même chose que la proportionnelle, et les gens vont se rendre compte que la proportionnelle c'est nul, la preuve ça bloque le pays. Mais il y a une différence entre un président qui aurait été dans cet état, dans une situation de majorité relative, s'il y avait eu la proportionnelle, parce que ça veut dire qu'il l'aurait introduite bien avant, et qui, dans sa pratique, il aurait montré qu'il était capable de discuter avec les autres. Là, il est contraint. Donc, j'allais dire avant, je l'ai écrit dans le livre, que le Parlement n'avait aucun pouvoir. Le Parlement va récupérer certains pouvoirs, là. Mais disons que le Parlement n'avait pas de pouvoir. Les ministres n'avaient pas de pouvoir. Et la justice... Ah, ça a peut-être un peu changé quand même. Les ministres ? Non, le Parlement. Le Parlement, oui, c'est pour ça que je dis... On va en parler dans un instant. Voilà. Mais disons que les ministres, de moins en moins, hein, d'ailleurs, quand on nomme la ministre de la Culture, on nomme une collaboratrice. Le pouvoir est toujours centralisé à l'Élysée. Un conseiller culture à l'Élysée a plus de pouvoir qu'un ministre de la Culture ? Maintenant, il va vers quelque chose de différent, puisqu'il nomme ses collaborateurs ministres. Bon, c'est encore plus pratique, parce que avant, effectivement, les collaborateurs avaient du pouvoir, mais en plus, maintenant, on les nomme ministres. Comme ça, finalement... La boucle est bouclée. Donc, et en fait, ils sont j'allais dire, formatés. Même Jean Castex, qui est fort sympathique par ailleurs, ce ne sont pas des gens qui s'opposent, ce sont des gens qui exécutent la politique qu'on leur demande d'exécuter, sachant qu'ils peuvent en changer, puisque ce sont des hauts fonctionnaires qui doivent appliquer une politique de gauche si le pouvoir est à gauche, ou une politique de droite si le pouvoir est à droite. Donc de toute façon, on a quand même des gens qui ont une flexibilité au niveau des convictions assez importante, puisque c'est leur boulot d'appliquer la politique de ceux qui ont été élus et qui ont pris le pouvoir. Donc sur la responsabilité, si on considère que le Parlement n'a plus autant de pouvoir que ça, mais ça devient un peu moins évident avec la majorité relative, on en reparlera. Si les ministres n'ont pas réellement de pouvoir, et si la justice est empêchée d'une certaine manière, ça veut dire que tout le pouvoir est concentré à l'Élysée. À partir du moment où tout le pouvoir est concentré à l'Élysée, comment peut-on continuer à dire que le président est irresponsable ? Puisque le pouvoir amène au fait d'être responsable. Donc, soit le président abandonne du pouvoir, et dans ces cas-là, il peut continuer à rester responsable. S'il continue à accumuler du pouvoir, on est obligé de proposer de modifier ce qui, aujourd'hui, rend
absolument le président irresponsable. Alors Frédéric Dumas, il y a aussi un autre volet en parlant de l'exemplarité des élus, et il y a même des rumeurs parfois très graves à leur encontre. Vous êtes quelqu'un qui avait fréquenté ces milieux de pouvoir. Beaucoup de gens qui nous regardent doivent être tentés de savoir, est-ce que vous avez vu des choses ou des pratiques qui vous ont plus particulièrement choqué ? Mais est-ce que je peux vous demander de préciser votre pensée ? J'allais jusqu'à, même, moi j'avais reçu ici, sur ce canapé, ou en tout cas dans cette émission, des gens qui me laissaient entendre que certaines personnes élues pouvaient avoir un rapport à la sexualité particulier, à la drogue, largement décomplexé dans les milieux de la politique. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé ? Est-ce que c'est du domaine du fantasme, de la rumeur ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez de près ou de loin peut-être suspecté si vous ne l'avez pas vu directement? Après, c'est différents sujets sur la sexualité. De manière générale, je pense qu'il y a eu suffisamment de livres expliquant que le pouvoir amenait à pas mal d'excès. Donc, oui, effectivement, il y a des choses qui se passent qui sont qui sont assez caricaturales. Après, de le voir soi-même, on ne le voit pas obligatoirement. On peut le subir, donc on peut avoir une idée du niveau de perversité ou de... Bref. Non, parce que le titre que vous laissez entendre de votre livre peut laisser penser que vous avez aussi eu connaissance de choses peut-être très graves, que vous ne pouvez peut-être pas révéler ni dans votre livre, ni même pour votre sécurité. En fait... si ça avait été des choses très graves, au sens, j'allais dire, concernant d'autres personnes, j'aurais été amenée... Vous auriez été tenu d'ailleurs de les dénoncer. Alors, en tant que député, oui, avec l'article 40, et j'allais dire en tant qu'être humain, au-delà même de cette obligation d'article 40, évidemment, pour protéger la personne, j'aurais été amenée à le faire. Donc, effectivement, je n'ai rien vu. En tout cas, je n'ai pas été dans cette situation-là. Après, on peut avoir soi-même été dans des situations qui ne sont pas très agréables, mais bon, voilà, on les gère. Voilà, en tout cas, moi, j'ai pu les gérer. Mais bien sûr que, j'irais plus loin au niveau même de pratique de l'exercice de la politique. Là, cette semaine, on l'a vu, il y a cette affaire Garrido-Corbière et du journaliste du Point qui ont vraiment pris... il y en a même qui parlent de scandale, potentiellement, en tout cas de la politique à un niveau assez élevé comme on ne l'a pas vu depuis quelque temps. Est-ce que vous pensez... qu'il peut y avoir des manipulations politiques non, mais là, en de cette envergure. Entre nous, c'est pathétique, parce que là, en l'occurrence, c'est faux. Bon. Et ça, là, c'est acté, on sait que c'est faux. On sait que c'est faux. Maintenant... non, mais on sait que c'est faux, mais ce qui m'a halluciné dans cette histoire, c'est qu'un journaliste, puisqu'il vient de porter plainte, je crois, contre Jean-Christophe Lagarde... Exactement. Là, je veux dire, je ne comprends pas comment un journaliste en pleine élection... alors qu'il sait que Jean-Christophe Lagarde est en lice contre Raquel Garrido, va prendre des informations dont on sait les pratiques de Jean-Christophe Lagarde. Moi, je dis ça, j'étais à l'UDI. C'est bien pour ça que je vous interroge là-dessus. Et je peux vous dire qu'effectivement, là, c'est pareil. Moi, je ne peux pas vous parler... C'est quoi les pratiques de Jean-Christophe Lagarde ? Mais non, mais justement, je ne peux pas vous en parler. Je veux dire, parler de pratiques ouvertement, ça veut dire qu'on a vu des choses, qu'on les sait et qu'on peut les prouver. Donc là, moi, je veux dire, ça fait longtemps... Connaissance de faits que vous ne pouvez pas prouver. Non, mais en fait, ça fait... Vous le savez bien, parce que ça a toujours été sur la place publique. Il y a même eu des unes sur Jean-Christophe Lagarde. Il y a eu la guerre entre Hervé Morin et Jean-Christophe Lagarde. Et tout ça remontait tout le temps. Et donc, à chaque fois, évidemment, c'était présomption d'innocence, vous n'avez pas de preuves, etc. Bien sûr que j'en ai pas. Je dis juste que c'est un personnage qui a effectivement, de toute façon, une manière d'exercer son pouvoir... extrêmement... D'abord, je ne suis pas du tout une féministe forcenée, mais alors lui, il est d'une misogynie qui est assez difficile à pas dénoncer. Oui, parce que c'est une caricature. Et puis, il a effectivement des pratiques j'allais dire, c'est quelqu'un de très autoritaire et qui exerce un pouvoir de manière presque totalitaire. Donc voilà. Mais après, sur les pratiques, j'allais dire qui sont des pratiques qui seraient illégales, évidemment que ça peut être que
il faut la justice ou les preuves. Donc je ne veux pas du tout aller là-dedans. Ce que je veux dire, c'est que quand on a quelqu'un, parce qu'il a quand même eu l'histoire du port d'armes, etc. Quand on a quelqu'un qui a quand même tout ce qui se passe autour de lui. Du port d'armes, c'est-à-dire qu'on avait retrouvé des armes, c'est ça? Oui, voilà, à son domicile, alors qu'il n'avait pas d'autorisation, justement. Mais quand on voit tout ça, et qu'on se retrouve comme un journaliste avec Jean-Christophe Lagarde qui arrive avec une personne qui est un ancien policier qui travaille à la mairie de Drancy, et il dit « j'ai été manipulé », franchement, je veux dire, on sait bien que dans une campagne électorale... De qui se moque-t-on? Ben oui, si c'est sa défense aux journalistes, c'est pire que... il aurait pu être manipulé par plein d'autres personnes, mais oser dire j'ai été manipulé par Jean-Christophe Lagarde avec la personne qui viendrait a priori lui demander s'il publie bien l'enquête avant les élections, et il ose nous dire qu'il a été manipulé. C'est plus quoi, vous êtes journaliste, c'est pas du journalisme, c'est n'importe quoi. Donc en l'occurrence, bien sûr qu'il y a des pratiques d'abus de pouvoir fortes en France, puisqu'il n'y a pas de garde-fou. Il n'y a rien qui va faire que des personnes... Les conflits d'intérêts, par exemple. Je veux dire, les conflits d'intérêts de Thierry Solère, quand il est à l'Élysée, est-ce que quelqu'un s'est plaint? Est-ce que quelqu'un dit... est-ce qu'il y a... en tout cas, j'ai pas vu beaucoup ni de journalistes, ni de personnes trouver ça absolument incroyable. Et en fait, le problème d'Emmanuel Macron, c'est que lui-même, n'ayant pas beaucoup d'exemplarité, il banalise tout un tas de choses, et finalement, à force qu'elles se répètent, on trouve ça normal. Et donc, on atteint un niveau d'inexemplarité extrêmement fort, parce que je pense que, ça c'est évidemment une intuition, puisque je n'ai pas de preuves à amener, mais juste dans ma manière d'avoir, par rapport à tout ce que j'ai vu, globalement, tout le monde se tient un peu. Parce qu'à un moment donné, chacun sait que si ça sort pour quelqu'un, ça sort pour l'autre. Le cas de Damien Abad, là, par exemple, c'est un cas qui devient un cas quand même embarrassant pour la majorité. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais vous répondre, mais juste pour revenir juste un petit peu en arrière. Est-ce que vous êtes rendu compte que dès que une personnalité politique, de quelque couleur politique qu'elle soit, se retrouve embêtée par la justice, tous les politiques viennent à son secours, quelle que soit la couleur politique? Ça veut bien dire que chacun se dit « oulala, de toute façon, vaut mieux… Tout le monde se tient, c'est ça que vous voulez sentir. Ah ben, entre nous, la nature humaine est ce qu'elle est. Donc, il y a des personnes qui ont fait des choses qui ne vont pas partout. Je veux dire, il n'y a pas un parti qui serait le parti de la sainteté, et puis les autres qui seraient… Voilà. Donc, comme il y en a un peu partout, et puis en plus depuis longtemps, c'est sûr que… moi, pourquoi je fais ce livre? Et vous m'avez dit que j'avais le courage de le faire. Mais je le fais parce que je sais très bien que personne ne peut aller me chercher sur quoi que ce soit. Il faut être exemplaire. Vous êtes irréprochable. Ah ben, irréprochable, je pense que ça n'existe pas. Je ne peux pas dire ça, parce que ça serait idiot. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai… Il n'y a pas de casserole. Voilà. Et donc, parce que sinon, vous en avez une, vous ne pouvez pas être libre. Et moi, je me suis rendu compte de ça quand je dirigeais Orange Studio. Donc on le rappelle, c'était la filière de production cinématographique d'Orange. D'Orange, voilà. Quelquefois, des personnes sont venues faire du chantage pour avoir que vous avez même créé d'ailleurs. Oui, que j'ai créé, tout à fait. Un des grâce à Didier Lombard. De cinéma en France. De moins en moins, parce qu'on lui coupe les vivres de plus en plus. Mais à l'époque, c'était un outil très important. Voilà, on a fait des films, comme j'ai fait des films, en tout cas, comme The Artist, Gainsbourg, etc. Et vous disiez… Et donc, des personnes sont venues me faire du chantage pour obtenir des financements de leurs films. Et donc, des personnes avec des moyens pas très sympathiques. C'est-à-dire des producteurs en place? Oui, des producteurs. Qui cherchaient des cofinancements. Voilà, qui cherchaient des cofinancements, et donc toutes les méthodes sont utilisées. L'intervention donc 2 ou 3 de personnes. Politique. Non, alors l'intervention de politique, ça c'était autre chose. En plus, bien sûr qu'il y a eu des interventions de politique. Et avec Didier Lombard, on arrivait à les gérer correctement. Avec Stéphane Richard, c'était plus compliqué. Mais là, non, je vous parle de personnes qui venaient me faire du chantage. En me menaçant notamment, par exemple en me disant, si tu ne finances pas tel film, ou si j'avais fait un jour un procès à des producteurs qui avaient fait des choses pas géniales, ils ont été condamnés d'ailleurs, et qui m'avaient menacé aussi par ailleurs, en me menaçant à chaque fois de pénal. Et j'ai vu la manière dont ces personnes fonctionnent. Quel était l'argument Alors justement, elles viennent vous voir, et elles vous disent,
nous on sait. Alors je lui dis, ah bon, vous savez quoi? Ah oui, mais on sait que tu as fait un certain nombre de choses qui ne vont pas du tout, on a les preuves. Et alors moi, je me marrais, puisque évidemment, j'avais rien fait. Mais après, j'ai compris, en fait. Imaginez une seule seconde que vous ayez fait quelque chose qui ne va pas. Que quelqu'un vient dans votre bureau vous dire « je sais ce que tu as fait ». En fait, vous n'avez aucun moyen de savoir si la personne sait ou pas, et si elle a des preuves ou pas. Mais comme vous savez que vous avez fait quelque chose, d'une certaine manière, vous êtes obligé de vous conduire différemment. Et donc, moi, les 2 fois, je me souviens, parce que physiquement, j'ai demandé à la personne de se lever, je l'ai ramenée, je lui ai fait, écoute, tout va bien, merci de tes preuves, et j'ai fait sortir la personne, puisque je n'avais aucune... Et il y en a une d'ailleurs qui m'a mis au pénal, qui a perdu, qui a même retiré son truc à la fin, parce que c'était plus une menace pour pouvoir m'intimider, et qui au final a retiré elle-même sa plainte, et qui a été condamnée pour abus de procédure. Mais donc je me suis dit, toute personne qui a fait quelque chose qui va pas, toute sa vie, en fait, se retrouve à, à pouvoir... on peut exercer un chantage sur elle, parce que avec une sorte d'épée de Damoclès, quoi. En fait, finalement, je me suis dit, c'est facile, la personne n'a rien, en l'occurrence, elle n'avait rien, puisque moi, j'avais rien fait, mais quand elle vous dit ça, si vous avez fait quelque chose, vous ne pouvez pas être sûr que la personne n'a rien. Mais en gros, ce que vous me dites, vous pensez qu'on use de tels stratagèmes vis-à-vis de politiques ? Oui. Oui, parce que finalement, c'est pas que les politiques. Il y a plein de gens qui font des choses limites. Bon, voilà, c'est la nature humaine, c'est pas. Donc dans l'affaire Damien incroyable. Ces plaintes, cette affaire qu'on entend, en tout cas qu'il y a une présomption d'innocence aussi qui semble de moins en moins être d'actualité. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'il devrait démissionner? Vous pensez qu'il devrait être démis? On parle d'un nouveau gouvernement qui devrait être nommé dans les jours prochains. Vous pensez qu'il va être reconduit? Après, là, on est sur les histoires, effectivement, de mœurs. Il y a eu l'affaire franchement, c'est très, très compliqué parce que moi, j'ai du mal à suivre les 2 thèses. Il y a une thèse qui dit présomption d'innocence, et il y a l'autre thèse qui dit parole des femmes. À chaque fois, évidemment, c'est entre les 2. Donc moi, à chaque fois qu'il y a eu une histoire pareille, j'ai tout de suite été lire les articles pour pouvoir me faire un peu mon idée, et notamment ceux qui mettaient en avant les échanges. Parce que souvent, il y a des mails ou il y a des SMS, etc. Pour arriver à se faire un peu son idée, sachant que la justice n'était pas passée et qu'on n'a pas le droit de juger, mais en tout cas de sentir un petit peu les choses. Et là, sincèrement, sur Damien Abad, je pense que c'est vraiment une erreur de l'avoir nommé. Je pense qu'ils vont avoir un vrai problème. Et en plus, beaucoup d'élus LR ont témoigné pour dire que c'était quand même un sujet qui avait été abordé plusieurs fois avec lui. Donc c'est pas genre une révélation incroyable. Quand on voit les échanges, quand on lit les échanges qui ont été donnés, on se dit que quand même il y a un souci. Et je pense que l'erreur qu'a fait Emmanuel Macron, c'est que il ne l'a pas pris comme ministre pour des bonnes raisons. Il l'a pris comme prise de guerre. C'est-à-dire que quelqu'un qui est président d'un groupe accepte de trahir, puisque quand on est président de groupe, c'est comme si on était le capitaine du navire. La seule personne qui ne doit pas partir, c'est le capitaine du navire. Elle a le minimum. Les autres, je ne dis pas qu'ils ont le droit de partir, mais quelque part, voilà, c'est la vie. Le capitaine du navire, il ne part pas. Donc c'était le président du groupe DLR à l'Assemblée. DLR à l'Assemblée nationale. Et qui passe, il passe avec Emmanuel Macron. Donc déjà, Emmanuel Macron ne l'a pas pris pour une bonne raison. Donc et puis Elisabeth Borne, donc la première ministre, laisse entendre que toutes ces affaires, elle n'en avait pas connaissance et que si elle apprenait des choses nouvelles, on a presque l'impression que c'est la presse qui fait le boulot que ces gens devraient faire avant. C'est pour ça que sur Damien Abad, je dis premièrement, il n'aurait jamais dû le prendre comme ministre puisqu'il l'a pas pris pour des bonnes raisons. Comme ça, déjà, il n'aurait pas eu le problème. La deuxième chose, c'est que si Emmanuel Macron dit que c'est un des sujets les plus importants pour lui, il devrait en faire un critère, non pas effectivement de jugement, mais d'enquête, avec suffisamment d'éléments, et après, qui puisse le permettre de dire « je nomme cette personne ou pas ». Parce qu'une fois qu'il l'a nommé, on est effectivement dans le problème de la présomption d'innocence. Alors que s'il ne l'avait pas nommé, il a le droit, il a encore le choix de nommer quelqu'un ou de ne pas le nommer.
il ne prenait pas Damien Abad parce qu'il aurait vérifié. S'il avait vérifié ça, vu ce qu'on sait aujourd'hui, ça serait remonté. Donc ça veut bien dire qu'il n'a absolument pas vérifié ce genre de choses. Donc voilà, donc là c'est la double peine. Un, il n'aurait jamais dû le nommer, il l'a nommé pour des mauvaises raisons. Deux, il n'a pas fait son enquête. Maintenant, il se retrouve avec un énorme problème parce que je pense que, effectivement, quand on voit les témoignages, on se rend compte. Alors vous savez, il y a ce fameux truc où il nous explique qu'il ne pouvait pas. Physiquement, du fait de son handicap. Mais quand on regarde le témoignage notamment d'une des filles, elle ne dit pas qu'elle n'a rien fait. Elle explique juste l'emprise qu'il a eue par rapport à son handicap, et ensuite qu'il lui a demandé de faire un certain nombre de choses qu'elle ne voulait pas faire. Donc on est dans quelque chose de beaucoup plus subtil. C'est pour ça que sur ces sujets, je pense qu'il faut faire attention, parce que de temps en temps, par exemple, je vais dire quelque chose qui peut choquer des gens, mais sur Gérald Darmanin, je trouve que à l'inverse, quand on regarde le dossier et puis les échanges, etc., on se dit, bon, il y a aussi des femmes qui ont décidé, j'allais dire, c'est pas une révélation incroyable, il y a des femmes qui aussi couchent pour obtenir des choses, ça arrive. Bon, celles-là doivent assumer. Elles ne peuvent pas à la fois après dire, oh bah tiens, j'ai fait ça pour obtenir quelque chose. Mais finalement, par exemple, notamment cette personne-là, elle avait, je crois, 10 ans de plus que lui, avait 26 ans. Et puis on voit clairement qu'elle décide de faire ça pour obtenir un avantage. Moi, je suis choquée quand ces personnes disent après j'ai été violée, parce qu'effectivement, c'est une décision en conscience d'aller. C'est pas quelqu'un qui est dans la précarité, qui dort dans la rue, qui a besoin d'un logement. Parce qu'à la rigueur, effectivement, là. Alors ça, ce sont des opinions personnelles que je porte. Hein. Donc je ne dis pas que j'ai raison, je ne dis pas que j'ai tort, je dis juste que c'est des sujets suffisamment compliqués pour qu'on soit honnête, un minimum honnête intellectuellement en tout cas. Alors pour cette deuxième partie d'émission, si vous le voulez bien, Frédéric Dumas, j'aimerais vous demander votre regard sur justement les résultats de ces dernières élections législatives, puisque ça n'aurait échappé à personne. Eh bien, Emmanuel Macron n'a pas obtenu une majorité absolue. D'abord, vous maintenant qui n'êtes plus député, hein, puisqu'en plus vous n'étiez pas candidate pour ces nouvelles élections. D'abord, est-ce que vous y attendiez de tels résultats ? Vous avez peut-être bien fait de ne pas être de nouveau candidat. Ah mais non, mais parce moi, que vous auriez peut-être été battu. Après, en fait, moi, je ne suis pas du tout... j'ai pas raisonné comme ça, parce que j'avais des propositions d'investiture, mais en fait... D'autres partis en plus de deux bords politiques différents, mais en fait, moi, c'est plus par rapport à qu'est-ce que je pensais qu'on pouvait apporter en étant député, mis à part le fait d'apprendre énormément et de faire des choses très intéressantes, mais effectivement, on est plutôt dans l'impuissance. Donc je pense que ça ne vous a pas surpris, ces résultats, alors en fait, ce qui est compliqué, c'est que, sincèrement, si je suis honnête, on ne savait pas ce qui allait se passer. C'est-à-dire que, normalement, c'est vrai qu'il y a une prime au président sortant. Donc pour arriver à cette majorité relative, il faut vraiment qu'il n'ait pas entendu. Surtout très peu de temps après l'élection présidentielle. Oui, qu'il n'ait pas compris à quel point répéter. Parce que lui, la seule chose importante, c'était de passer le premier tour assez haut et ensuite d'être réélu derrière parce que c'était face à Marine Le Pen. Et il n'a jamais dit, et il continue d'ailleurs à ne pas le dire, qu'il n'a pas été élu que pour des bonnes raisons. Il continue à dire, c'est mon projet, j'ai été élu sur mon projet. Jamais il n'introduit l'idée qu'au second tour, beaucoup de gens sont allés voter en disant on n'a aucune envie de voter pour lui, mais on n'a pas non plus envie, j'en sais rien, d'un chaos, de quelque chose qui les angoissait. Donc en fait, c'est vrai que personne ne pouvait dire ce qui allait se passer. Après, une fois que ça s'est passé, on peut se dire que c'était pas surprenant, voilà. Mais franchement, on n'en savait rien. Même les observateurs. On n'en savait rien, ouais. Donc pourquoi je vous demande ça ? Parce que est-ce que vous craignez pas que la France retombe dans une période d'instabilité politique, d'ailleurs comme ça avait été le cas au cours de la 3e puis de la 4e République, qui sont d'ailleurs, je le rappelle, les modèles de régime politique que prône Jean-Luc Mélenchon. Si, mais ce qui est dommage, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est pas lié à la proportionnelle. La proportionnelle, ça voudrait dire qu'on a introduit une dose de proportionnelle et qu'on a un résultat qui, j'allais dire, qui a été consciemment
on est arrivé à une majorité relative consciemment, parce qu'on le voulait politiquement et qu'on voulait ouvrir la discussion. Là, on a le résultat de la proportionnelle sur la proportionnelle. Oui, mais sauf que le fait que ça ne soit pas volontaire, le fait que ça soit parce que des forces sont mises en opposition radicale à Emmanuel Macron pour lui faire comprendre des choses, ça n'a pas du tout le même impact, puisque aujourd'hui, quand par exemple Emmanuel Macron dit oui, on va voir si vous êtes responsable, je pars à Bruxelles, dans 3 jours, je ramasse les copies pour savoir si vous voulez travailler avec moi ou pas. Mais ce sont que des personnes qui ont été élues contre la politique d'Emmanuel Macron. Vous les voyez revenir vers leurs électeurs en disant écoutez, donc, parce que c'est compliqué, on ne peut plus s'opposer en partie à la politique d'Emmanuel Macron parce que il nous demande qu'on soit responsable. Donc il y a bien une différence entre une dose de proportionnelle qui aurait été obtenue consciemment avec les Français qui savent consciemment que quand ils vont voter, il va se passer ça, et le fait que ça soit arrivé par contrainte. Parce que là, effectivement, il y a un risque de blocage, mais qui n'est pas lié à la proportionnelle, qui est lié à une majorité relative obtenue du fait de l'incapacité du président à comprendre qu'il devait ouvrir sa manière, à changer de méthode profondément et pas juste dire « je change de méthode en faisant un Conseil national de la refondation ». Vous qui l'avez bien connu, en tout cas son entourage, cet échec d'Emmanuel Macron en législative, ça dit quoi de son quinquennat et de sa réélection ? Que les Français sont plus dupes ? Après, il reste... ça dit quoi de sa réélection ? Ça dit qu'on est maintenant avec des blocs... Ça remet en cause sa légitimité, d'après vous ? Vous pensez qu'il pourra terminer son quinquennat ? Vous pensez qu'il y aura une dissolution ? Beaucoup de gens craignent même la guerre civile pour certaines. Légitimité juridique, non, ça ne peut pas remettre en cause sa légitimité juridique, il a été élu. En revanche, je veux dire, pour moi, la légitimité, j'allais dire, au sens presque philosophique, c'est à lui de comprendre qu'elle est quand même très réduite. Il est responsable de cette situation pour avoir centralisé trop le pouvoir à l'Élysée et d'avoir donc oui, pour moi, il est totalement responsable. Affaibli le Parlement. Non, mais il est vraiment responsable. C'est-à-dire, bien sûr, on n'est jamais responsable. Il ne peut pas être responsable tout seul. Mais lui nous explique qu'il n'est pas responsable, que ce sont les oppositions qui le sont. Bien sûr qu'il est profondément responsable. À partir du moment où il n'écoute rien, il n'entend rien, et il ne bouge que lorsqu'il s'est pris quelque chose dans la figure, c'est-à-dire que ce n'est jamais par volonté avant, c'est toujours parce que confronté à la réalité, même avec du retard, parce que confronté à la réalité au second tour, il n'avait toujours pas compris. Il a dit qu'il allait se réinventer, changer de méthode, il n'a rien fait. C'est intéressant que vous parliez de ça, parce que vous qui l'avez côtoyé, donc échangé avec lui, beaucoup d'aucuns ont dit qu'il était supérieurement intelligent, brillantissime. Est-ce qu'il est aussi brillant qu'on le dit ? Après, tout dépend de là où on place l'intelligence et sa conception de l'intelligence. Moi, j'avais dit un beau parleur, peut-être dans une interview qui est un peu comme un algorithme, parce que je pense qu'il a une intelligence intellectuelle, mais j'allais dire, c'est comme si vous me demandiez si un algorithme qui est capable de réciter par cœur une encyclopédie ou de répondre à toutes les questions est intelligent. C'est une forme d'intelligence, mais est-ce que ça permet de résoudre les problèmes ou d'apporter des solutions pertinentes ? C'est pas évident, parce qu'il lui manque des compétences sociales. Il lui manque sa capacité à ressentir l'autre, à intégrer la complexité de la réalité, parce que la réalité, en fait, il la conçoit intellectuellement, il ne la ressent pas. Donc ça le prive d'une capacité à... Il faut ces deux... Pour être l'intelligence qui permet d'atterrir dans la réalité, il faut une intelligence conceptuelle, une vision, et il faut à la fois comprendre la réalité, le terrain, pour pouvoir, j'allais dire, tracer une route et un chemin pour pouvoir atteindre ses objectifs. Lui, tout est complètement cérébral. Donc la plupart du temps, ça tombe absolument à côté en termes de pertinence de solutions. Le fait que 3 ministres donc, aient été battus lors de ces dernières législatives et soient contraints de démissionner, ça dit quoi aussi de l'envergure politique d'un gouvernement sous Emmanuel Macron ? De toute façon, pour moi, déjà, les ministres n'ont pas réellement de pouvoir, donc... Donc finalement...
Un ministre de plus ou de moins, pour vous pensez que ça n'a pas d'incidence? Ça a eu une incidence politique parce que ça fait... quand par exemple Amélie de Montchalin n'est pas réélue, donc après il faut regarder évidemment la configuration sociologique. Tous les députés En Marche qui étaient dans des endroits qui étaient plutôt finalement des endroits de gauche ont perdu. Amélie de Montchalin n'avait pas plus ou moins de qualité que Gabriel Attal. Gabriel Attal, il est à Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine, c'est 80% Emmanuel Macron, donc il est réélu de toute façon. Donc il y a aussi ça, sociologiquement, ceux qui ont perdu, ils n'étaient pas des endroits très pratiques. Il n'y en a plus en Seine-Saint-Denis. Donc souvent, quand la sociologie est repassée beaucoup plus à gauche, ces ministres ont perdu. Mais évidemment, je pense que la leçon politique, elle est plus forte avec Richard Ferrand et Christophe Castaner. Parce que là, je pense que c'est... Richard Ferrand, je pense qu'il ne s'attendait vraiment pas à perdre, d'abord. Christophe Castaner non plus. Hein. Ouais. Il y avait eu un article que j'avais lu peu de temps avant, je ne sais plus dans quel journal c'était, mais qui racontait que Christophe Castaner... Ils vont peut-être vous rejoindre comme déçus de la Macronie, peut-être qu'ils vont avoir des choses à dire un jour. Je pense que... Là, est-ce que vous croyez qu'ils vont être lâchés complètement, ou est-ce que vous croyez qu'ils vont rebondir? Vous savez, quand les gens ont trop fait de compromissions, ont trop été mouillés, ils ne peuvent plus. Parce qu'ils sont, ils ont accompagné jusqu'au bout des choses qu'ils n'auraient jamais dû accompagner. À un moment donné, ils ne peuvent pas revenir en arrière de ce qu'ils ont fait. Mais Christophe Castaner, j'avais lu un article où, peu de temps avant, il expliquait à quel point... Cet article disait qu'il était assez présomptueux parce qu'il expliquait à quel point maintenant il était devenu vraiment... genre en gros, la dernière fois, il avait fait une campagne un peu... sans être connu, mais que là, elle était devenue genre une star, quoi. C'est tout juste, il disait pas... donc, penser qu'on est devenu quelqu'un avec une notoriété très forte et un peu starifié, et puis perdre au second tour, c'est sûr que ça a dû être difficile. Mais je trouve que c'est ces deux exemples qui sont beaucoup plus révélateurs que les ministres qui ont perdu. Aurore Bergé, à la tête de Renaissance, ça vous inspire quoi? Vous l'avez côtoyé, Aurore Bergé? Oui, Aurore Bergé, comme Aurore Bergé et Gabriel Attal, je les avais appelés les Underwood Junior, donc tous les deux. Aurore Bergé, c'est quelqu'un qui va exécuter, effectivement. Beaucoup ont souligné qu'il y avait ce triptyque, Elisabeth Borne, Première ministre, la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale est une femme, la présidente du groupe majoritaire à l'Assemblée est une femme également. Ça devrait plutôt vous satisfaire, mais je devine que vous n'avez pas une grande estime d'Aurore Bergé. Non, mais je n'ai pas une grande estime d'Aurore Bergé parce qu'elles font partie de ces personnes qui sont prêtes à tout pour réussir. Voilà, donc après... plein de gens vont me dire, mais pourquoi tu as été dans la politique si tu es naïve? Mais il peut y avoir des degrés. Donc voilà, elle est prête à tout, comme Gabriel Attal, tous les deux sont prêts à tout. C'est pour ça que je les ai appelés Underwood Junior, comme le couple Underwood dans House of Cards. Donc j'ai pas beaucoup d'estime pour des personnes qui sont prêtes à tout, oui, c'est sûr. On va arriver bientôt au terme de cette émission. Frédéric Dumas, suite à la parution de ce livre, donc depuis déjà quelques temps maintenant, on parlait des critiques, ça c'était plutôt les critiques pour la partie journalistique. Est-ce que vous avez des retours de vos anciens collègues politiques des bancs de l'Assemblée, qui l'ont lu, je suppose, avec une grande attention, voire de la Macronie? En fait, j'ai plutôt eu des retours très positifs, y compris de personnes qui étaient en marche. Ensuite, des macronistes très en vue, et les plus, eux, ne m'ont fait absolument aucun retour. Je pense que de toute façon, la consigne était plutôt de l'ignorer, plus que... Parce que la manière dont il est écrit, personne ne peut dire que les choses sont fausses. Donc l'idée, je pense, de leur part, c'est plus de l'ignorer que de... Mais en revanche, j'ai eu beaucoup de retours positifs de marcheurs moins en vue. Je ne pense pas qu'Aurore Bergé, évidemment, m'enverra un message pour me dire que c'est sympathique. Mais des marcheurs, oui. Enfin, des députés marcheurs ou des marcheurs, j'ai eu des retours qui étaient plutôt... Vous savez, beaucoup, de toute façon, ont vécu ça.
Ce qui a fait que beaucoup de députés En Marche ne sont pas partis, c'est parce qu'ils étaient tous convaincus qu'Emmanuel Macron serait réélu. Le fait qu'il n'y ait pas d'alternative, qu'il y ait le sentiment qu'il n'y ait pas d'alternative, a beaucoup dissuadé des députés de partir, parce que le député, par essence, n'est pas très courageux, et il se disait, bon, on reste là, on attend. Voilà, donc c'est pour ça que beaucoup de gens, de toute façon, sont assez d'accord avec ce que j'ai décrit, puisqu'ils le savent, ils ont vécu par ailleurs différemment, mais ils ont vécu la même chose. Donc, Alexis Keller, j'en doute, mais si Emmanuel Macron lui-même vous rappelait pour vous demander de revenir dans son équipe demain, vous réagiriez comment ? C'est pas très compatible. Je veux dire, je pense profondément. C'est pas une question. Je sais pas comment vous dire. Pour moi, d'ailleurs, c'est pour ça que je me représente pas, parce que je veux vraiment mettre de la distance avec ça. C'est pas une question de savoir s'il est sympathique, pas sympathique, parce que tout etc. le monde salue, pardon de vous interrompre, tout le monde salue en tout cas ses qualités de fin stratège. Là, on va voir comment il va s'en sortir avec cette assemblée, mais bon, il a dit déjà qu'il ne voudrait pas travailler avec la France Insoumise ni avec le RN, mais qu'il travaillerait à un gouvernement presque d'union nationale, enfin, bien qu'il y ait ces deux partis qui soient mis de côté. Voilà, finalement, est-ce qu'il ne serait pas bien inspiré de rappeler des gens avec qui il a eu des vrais différends comme vous pour mettre à plat vos différends et repartir d'un bon pied ? J'ai essayé de décrire, aussi dans notre interview et dans le livre, à quel point je pense qu'il est déconnecté. Et qu'il n'accepte pas la critique. Mais c'est même pas ça, parce que, à la rigueur, moi, vous savez, je suis partie en septembre 2018 et on a continué à échanger jusqu'en mars 2020. Et j'ai toujours pu lui dire beaucoup de choses. Donc je dis pas que c'est quelqu'un qui accepte pas la critique, parce que moi, j'ai travaillé avec des hommes politiques qui acceptent beaucoup moins la critique que lui. Donc c'est pas quelqu'un qui n'accepte pas la critique, c'est quelqu'un qui s'en fout, en fait, de la critique. Elle ne le... Voilà. Et donc, il n'écoute pas. Et il est... Alors, l'idée, je sais pas de dire « j'ai raison, il doit m'écouter ». Mais entre j'ai raison, il doit m'écouter et je t'écoute pas du tout et je tiens compte de personne d'autre, en dehors de moi d'ailleurs, parce que je sais, d'ailleurs c'est comme ça qu'il parle. Quand il parle aujourd'hui à l'Assemblée nationale aux oppositions, il leur dit ça sera sur mon projet et je pourrais peut-être enrichir, etc. Et mon problème c'est peut-être que j'ai mal expliqué. Jamais il se dit une seule fois que peut-être qu'il comprend pas toujours les problèmes. Il ne peut pas se le dire parce qu'il est déconnecté. Vous ne croyez pas que c'est le caractère monarchique de la fonction présidentielle qui est... C'est pas que ça chez lui. Parce que la Ve République accentue ça. Quand Jean-Luc Mélenchon, dit la République c'est moi. Ouais. Non, mais je suis d'accord. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas lié qu'à lui. Jean-Luc Mélenchon, quand il dit la République c'est moi, je vois pas en quoi c'est mieux. Ou quand il dirige France Insoumise à 3 et qu'il n'y a aucune démocratie. Donc, en fait, on a quand même un problème, et là, peut-être que j'étais un petit peu féministe, on a un petit problème quand même c'est caricatural au niveau de ce pouvoir qu'ont les hommes de penser, effectivement, qu'ils ont... Éric Zemmour, il avait quand même réussi à dire que cérébralement, les hommes étaient par nature plus intelligents que les femmes. Donc, ils ont quand même un problème de pouvoir. Mais malheureusement, on n'a pas, que ce soit Valérie Pécresse ou Anne Hidalgo, ils n'ont pas démontré non plus qu'en tant que femmes, elles sont quand même aussi assez autoritaires et totalitaires. Donc la Ve République amène ça. Donc ça, ok. Mais en plus, le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'en plus de ça, il a personnellement un problème de dysfonctionnement personnel sur le fait qu'il ne comprend pas les autres. Voilà. Il a un problème de compétence sociale, il a un problème avec la réalité. Lors du grand débat, il a dit lui-même cette phrase « Ah, j'ai compris qu'effectivement, il y avait peut-être un sujet, un problème avec les femmes célibataires qui ont un enfant. » On se dit « Mais, je veux dire, il faut qu'il aille... il faut qu'il y ait les gilets jaunes et qu'il y ait un grand débat pour qu'ils comprennent que le sujet des femmes célibataires avec enfants... est Donc, c'est quelqu'un que la réalité impacte comme ça, par à-coup. Et c'est pour ça que je dis qu'avec Emmanuel Macron, on a quand même quelqu'un qui rend encore plus compliqué la capacité de résoudre les problèmes, même si ce n'est pas lui qui les a obligatoirement tous créés, puisqu'évidemment, c'est 20 ans ou 30 ans. On est tous d'accord pour dire que c'est 20 ans ou 30 ans de politiques publiques qui n'ont pas fonctionné. Mais c'est pas pour... moi, je pense que c'est une personne qui ne peut pas les résoudre. Voilà. C'est un président de la République qui n'a pas les capacités
qui n'a pas l'ensemble des capacités qui lui permettent de résoudre les problèmes, que ce soit sur le plan intérieur ou sur le plan de la politique étrangère, comme on le voit. Puisque là, de la même manière, il agit de la même manière à l'étranger. Il pense qu'il a raison et il impose sa vision aux autres. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en plus, en plus, il n'est même pas cohérent avec lui-même. Il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, il nous expliquait qu'il fallait faire des partenariats stratégiques avec Vladimir Poutine, en expliquant que surtout, c'était très important de continuer à travailler avec la Russie. Et il avait carrément humilié les fonctionnaires du Quai d'Orsay lors de traditionnelles rentrées en disant publiquement « et ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, c'est l'État profond ». Quoi. Il passe de ça à l'inverse, puis après il recomplique, parce qu'il va faire du... il devient le plus grand fan du président ukrainien, de Zelensky, puis après il remélange, et en fait à chaque fois on ne comprend pas. J'allais dire, on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais on comprend son cheminement. Et puis comme on n'a pas toujours raison, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on a aussi que l'autre personne a tort. Mais lui, on comprend pas. Parce que c'est toujours une construction intellectuelle. C'est jamais quelque chose de ressenti, d'authentique. C'est quelque chose qui peut bouger à tout moment. Il nous a parlé d'encéphalogramme plat de l'OTAN, parce qu'à l'époque, de toute façon, il n'y avait qu'une chose, c'était de s'opposer verbalement à Erdogan. Je dis verbalement parce qu'à la rigueur, il a le droit de s'opposer si c'était efficient, mais la plupart du temps, ça ne l'est jamais. Donc il s'oppose, il parle, et puis ça ne sert à rien. Maintenant qu'on a besoin de la Turquie, notamment pour faire entrer... pour donner son autorisation, puisque la Turquie a un droit de veto, comme tout pays membre de l'OTAN, faire rentrer la Finlande et la Suède, tout d'un coup, je pense que Erdogan va devenir son meilleur ami. Mais personne ne peut le suivre. C'est-à-dire que c'est pas anormal. On peut aussi bouger, on peut aussi changer. Mais il faudrait qu'à chaque fois on puisse comprendre que c'est pas incohérent. Lui, c'est tout le temps. Et en fait, je pense qu'il ne se rend même pas compte, parce que je pense qu'il n'est pas... Il y a quelque chose qui... comment dire, il n'est pas structuré. Et donc, il y a quelque chose qui fait qu'il ne sait pas lui-même. Et puis, en plus, il est quand même très manipulateur. Et avec une forme de perversité, puisqu'il a dit récemment qu'il met bien, puisqu'on parlait de son entourage et sa difficulté à arbitrer, et il a dit lui-même, puisque c'était ouvrez les guillemets dans des articles, qu'il trouvait intéressant de mettre les gens dans un bocal et de regarder les piranhas se bouffer entre eux et de voir celui qui boufferait l'autre. Sincèrement, si au plus haut niveau de l'État, on pense ça, je pense que c'est la chose la plus grave qu'on puisse faire, parce que s'il n'y a pas d'arbitre, le méchant piranha, c'est sûr qu'il ira bouffer, j'allais dire, les petits poissons, mais je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose pour la France de laisser, j'allais dire, de diriger la France en osant avouer qu'en termes de ressources humaines, c'est ce qu'il fait. Parce que c'est la pire des choses. On a besoin d'exemplarité et d'arbitrage. Mais en tout cas, de la part d'une personne qui a côtoyé d'aussi près Emmanuel Macron, tout ce que vous dites, toutes ces révélations dans ce livre, vraiment, elles interpellent. Dernière question avant de se quitter, Frédéric Dumas. Une nouvelle page de votre vie professionnelle va s'ouvrir à présent, je suppose. Quelle sera-t-elle ? Alors, j'en parle pas totalement pour l'instant, parce que je suis en train de le construire. C'est fini ? Politique. Moi, j'aime bien faire de la politique avec un grand P. Donc, ça ne sera jamais fini, c'est-à-dire d'apporter des solutions pour régler les problèmes. Je continuerai. Ce sera sûrement d'une autre manière, en tout cas dans les 2 ans qui viennent. Je pense qu'il faut régler les problèmes en amont. Il faut trouver des solutions qui fassent levier pour les régler avant que les problèmes se créent. Que ça soit... On nous parle de flux au niveau de l'immigration, on nous parle de flux au niveau des fake news et de la haine sur Internet, on nous parle d'inégalité scolaire et de décrochage scolaire et d'inadéquation de système. Ça veut dire que ces sujets-là, si on essaye de les régler en aval, on n'y arrive pas. Donc je pense qu'il faut trouver des solutions pour les régler en amont. Donc là, je suis en train de travailler sur des solutions concrètes. J'ai envie de retrouver de la créativité, des outils. J'ai envie de démontrer, à la fin j'essaye d'expliquer ce que pourrait être la méthode. Donc je pense qu'il ne faut pas seulement la théoriser, j'ai essayé quand même de la théoriser pour qu'on la comprenne, mais je pense qu'il faut aussi la démontrer. Donc c'est ce que je suis en train d'essayer de construire.
Bien sûr, je reviendrai un peu à mon métier de productrice, mais disons, sur le plan politique, je travaille à un projet qui devrait être capable de modéliser quelque chose de concret pour faire levier, pour éviter, notamment en termes d'éducation et de tout ce qui concerne les réseaux sociaux et les algorithmes, et qui utilisent quand même nos propres biais cognitifs. C'est nous-mêmes qui nous auto-asservissons, puisque c'est nous-mêmes qui nous retrouvons à avoir des comportements, même si évidemment il y a des personnes qui introduisent des biais qui font que nous tombons dans le panneau. Donc c'est à ces choses-là que je voudrais me consacrer, auxquelles je suis en train de travailler. Bon, en tout cas, ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup Frédérique Dumas. Je rappelle donc ce livre que l'on voit en illustration à l'image s'afficher, « Ce que l'on ne veut pas que je vous dise, récit au cœur du pouvoir ». C'est aux éditions Massot. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera sans doute le dernier numéro de la saison. On parlera de cette guerre en Ukraine et ce sera l'occasion de recevoir Jacques Beau qui a signé un nouvel ouvrage qui fait aussi beaucoup parler, Poutine, le maître du jeu. C'est aux éditions Maximilo. Merci de nous avoir suivis. Merci à notre partenaire Terre de France. On se retrouve donc la semaine prochaine à 18h. Très bonne semaine à tous, très bonne fin de soirée. Et surtout, comme je ne le dis jamais assez, surtout restez incorrectibles. Retrouvez les incorrectibles avec terredefrance.fr, la nouvelle marque solidaire et patriote.